Bonjour et bienvenue dans le 3e épisode de votre série de l'été pour apprendre et réapprendre Hollowworld. Storm clouds gather. Our borders are beset by evil, both mundane and immortal. Aujourd'hui, on entame un très gros sujet, le mouvement. Je vais essayer d'être court pour éviter que la vidéo fasse 2 heures, mais pour moi, c'est vraiment la phase la plus importante du jeu. Dans cette phase, vous allez choisir vers quel combat vous lancez, vous allez devoir placer vos unités pour qu'elles fassent des sorts dans plusieurs autres sections suivantes, vous allez vous placer pour avoir des lignes de vue de tir, vous allez certainement essayer d'attirer l'ennemi dans un piège, ou alors tout simplement vous sortir d'une situation délicate. Il va falloir penser 1 coup, 2 coups, peut-être même 3 coups à l'avance, un petit peu comme aux échecs. C'est vraiment la phase la plus importante du jeu. Encore une fois, je le dis jamais assez, quelqu'un qui plie sa phase de mouvement en quelques minutes, soit il est très très fort à la stratégie, soit vous pouvez le retourner très rapidement. Il faut bien prendre son temps et surtout, là aussi encore une fois, échanger, expliquer ce que vous faites avec l'adversaire en face, en disant « je vais me placer là parce que je vais te menacer ceci ». Peut-être même que vous lui dites ça pour lui faire peur, alors que vous n'en avez pas les capacités, mais c'est ça qui marche aussi dans la phase de mouvement. Encore une fois, c'est un jeu où on joue à 2, n'oubliez pas. La phase de mouvement se divise donc en 4 sous-phases, comme la phase de stratégie. La première des sous-phases du mouvement, c'est les déclarations et réactions des charges. C'est là où vous allez vous diriger vers un combat, où l'adversaire va riposter, ou alors tout simplement va rester sur place ou s'enfuir. À vous de bien gérer ceci. La deuxième sous-phase, ce sont les mouvements des charges. C'est-à-dire que vous allez d'abord déclarer, l'adversaire va réagir, et ensuite vous allez tenter d'arriver à votre objectif. Et là, ça dépend des dés, ça dépend plus vraiment de vous. La troisième sous-phase des mouvements, c'est les mouvements obligatoires. Parfois, il y a des mouvements qu'on ne contrôle pas. Et oui, ça peut être frustrant, mais ça peut être aussi glorieux, ça arrive quelquefois. Et enfin, la dernière sous-phase, c'est très simple, ce sont les mouvements restants, les mouvements que vous contrôlez entièrement. Donc, 4 sous-phases que je vais essayer de vous détailler en vous donnant déjà des exemples, mais aussi, bien sûr, en essayant de préciser certaines règles spéciales qui s'appliqueraient dans ce moment-là, voire de quelques morceaux de magie. C'est pour ça que la vidéo va être lourde à essayer de vous traduire. Elle va être dure, mais je vais essayer de faire bien. Dans la sous-phase des déclarations et réactions des charges, on va faire les appels aux armes, si vous voulez, les appels à la guerre. Tout simplement, vous allez désigner une de vos unités et vous allez désigner une unité adverse et dire « je la charge ». Pour ça, il va falloir tout simplement avoir des conditions. Bien sûr, vous ne pouvez pas, vous êtes au tout début de la table, l'adversaire est à l'autre côté, vous allez dire « je charge ». Non, malheureusement, il y a des restrictions à avoir. Déjà, la première restriction, il faut que l'unité adverse soit à portée de charge. Voilà, vous avez une portée de charge pour toutes les unités. La charge à Warhammer Hollowworld, c'est très très simple. Vous avez une valeur de mouvement sur vos figurines, le M tout au début de votre tableau. Eh bien, pour calculer votre potentiel de charge, vous faites mouvement plus 6. Donc, techniquement, vous avez mouvement 5. Vous allez pouvoir déclarer des charges sur des unités qui sont au maximum jusqu'à 11 pas de votre unité. Ensuite, il faut que la cible de votre charge soit dans l'axe de vue de l'unité. C'est quelque chose qui est vraiment très spécifique au jeu régimentaire. Vos unités voient à 45 degrés de leur bord de régiment, sauf bien sûr certaines règles comme les tirailleurs. Mais ça veut dire qu'il faut en fait être devant, il faut que vous ayez face à vous, en vision, c'est-à-dire que pas caché derrière un mur par exemple, l'unité que vous voulez charger. Ensuite, vous ne pouvez pas déclarer une charge si vous êtes déjà dans un combat, c'est logique, vous êtes déjà trop occupé à vous battre. Idem, vous ne pouvez pas déclarer une charge si vous êtes en fuite, là aussi vous êtes trop occupé à vous enfuir. Et enfin, il ne faut pas que vous soyez rallié dans la sous-phase des ralliements, juste avant, ou dans la sous-phase de commandement grâce au cri de ralliement. Donc autrement dit, vous êtes obligé d'avoir des restrictions importantes pour déclarer une charge. Attention cependant, il y a parfois des choses qui vous empêcheront de charger au-delà de ce que je viens de vous dire. Par exemple, rappelez-vous, si vous avez manqué votre test de stupidité dans la phase d'avant, eh bien vous ne pouvez plus charger parce que vous êtes en train de brouter de l'herbe alors vous êtes un carnivore de base, mais c'est la stupidité. Il y a également le principe d'être maudit par certains sortilèges comme les sortilèges d'illusion qui vous empêchent de pouvoir faire des charges. Enfin, il y a des formations de combat comme la colonne de marche qui vous permet de déclarer des charges mais vous empêche de faire les mouvements de charge. Ça sera l'un des sujets de la dernière vidéo de la série vu que c'est le plus technique et complexe.
Lors des déclarations des charges, donc dans la sous-phase de déclaration et réaction des charges, il y a 2 règles primordiales dans Warhammer Old World qu'il faut bien connaître et assimiler pour vos unités qui en ont. Vous avez l'impétuosité et vous avez la frénésie. L'impétuosité, c'est les unités un petit peu chaud du ballon qui veulent aller se taper mais que vous pouvez encore un peu contrôler. C'est très simple, si une unité qui possède la règle impétuosité, est à portée de charge d'un ennemi ou de plusieurs, vous devez faire un test de commandement. Un test de commandement toujours, valeur de commandement, 2D, il faut faire moins ou égal. Si vous réussissez ce test, vous pouvez contrôler votre unité. Mais si vous l'échouez, l'unité impétueuse doit déclarer une charge à ce tour. Elle peut prendre une cible autre que l'unité la plus proche, tant qu'elle est éligible, avec les restrictions que je viens de vous parler. Mais les impétueux peuvent donc vous claquer dans les mains. Ils peuvent ne pas suivre vos ordres. Mais tout ça, c'est encore plus différent des frénétiques. Les unités dites frénétiques, elles, il n'y a aucun test à tenter. C'est-à-dire que dès qu'une unité frénétique sera à portée de déclaration de charge d'une unité, ou de plusieurs, vous devrez obligatoirement déclarer une charge. C'est donc des unités plutôt téléguidables, mais rassurez-vous, elles sont redoutables une fois qu'elles ont chargé. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte dans vos calculs et dans votre stratégie. Précision importante sur les déclarations de charge. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est arrivé hier dans une des parties que je faisais avec un ami. Si jamais vous déclarez une charge sur une unité qui est tellement alignée avec une autre et que votre unité est tellement large que lorsque vous allez impacter, vous allez toucher la seconde, eh bien vous êtes obligé de déclarer une charge sur les deux. Voilà, apparemment, je ne le savais pas moi-même, j'ai révisé ça hier. Tout simplement, quand on déclare une charge, on ne peut avoir qu'une seule cible. Mais si on n'a pas le choix, si c'est vraiment trop serré, par exemple dans un goulet d'étranglement, et qu'on a un régiment tellement large qu'on va en toucher 2, eh bien on doit bien déclarer les 2 charges sur les 2 unités. Ce qui veut dire que l'adversaire a bien 2 réactions face à ces charges. Parce que oui, évidemment, l'adversaire, il va pas rester en plan en disant « Bon bah oui, bien sûr, je ne bouge pas, allons-y, viens, je vais mourir ». Non, on est dans un jeu de stratégie, et comme on vous l'a dit, il y a beaucoup d'échanges, mais parfois les échanges sont un petit peu salés. Quand vous chargez, vous prenez un risque. C'est-à-dire que déjà, vous allez être sujet à un jet de dés, mais en plus, l'adversaire peut-être vous attire dans un piège, ou est là tout simplement pour vous bloquer un endroit qu'il désire. Ou alors, il est là pour subir aussi, ça arrive très souvent. Lorsque vous déclarez une charge, l'adversaire doit déclarer une réaction à cette charge. Précision très importante, lorsque vous sélectionnez une unité que vous voulez charger, vous devez bien dire toutes vos charges sur cette unité pour que l'adversaire réagisse. Et après, vous passez à une autre, c'est-à-dire que vous avez un régiment d'hommes d'armes qui est face à vous, vous voulez le charger avec 2 unités, vous dites bien que les 2 le charge pour que l'adversaire donne 2 réactions. Vous pouvez pas dire « Ok, je charge avec mes chevaliers sur tes hommes d'armes. Quelle est ta réaction ? Je m'enfuis. Ok. Eh ben, je te recharge avec l'autre unité derrière pour te les tuer. » Non, vous n'avez pas le droit. Vous devez dire « Mes chevaliers et mon pack de Pégase chargent tes hommes d'armes. Quelles sont tes réactions ?» C'est ça que vous devez dire. Comme ça, vous allez pouvoir séquencer correctement la réponse de votre adversaire. Et donc, justement, que sont les réactions de charge possible par les joueurs, que ce soit vous, que ce soit l'adversaire. Déjà, la plus simple, la plus commune, bien heureusement, malheureusement, c'est tenir sa position. C'est-à-dire qu'on reste là, on serre les dents et on attend l'impact. On a également, si vous disposez de quelques restrictions, mais qui sont importantes, vous pouvez maintenir votre position et tirer. C'est-à-dire qu'avant que l'ennemi arrive, vous lui tirez dessus. Maintenir sa position étirée ne peut fonctionner déjà que si vous avez des armes de tir, évidemment, que si l'adversaire qui vous charge a une distance à parcourir supérieure à sa valeur de mouvement, pas sa mouvement de charge, seulement son mouvement, son M, parce que sinon il est trop près, vous n'avez pas le temps de tirer, sauf quelques règles spéciales. Il faut avoir une ligne de vue, bien sûr, sur l'adversaire. S'il arrive en volant par-dessus quelqu'un d'autre, vous ne le verrez pas arriver. Et enfin, bien sûr, il ne faut pas déjà être dans un corps à corps. Voilà, vous êtes là encore une fois trop occupé à vous battre, évidemment. Troisième option de réaction à une charge, on peut s'enfuir, bien évidemment. Pour s'enfuir, c'est des techniques parfois qui font un peu peur aux joueurs en se disant « Mais non, je ne vais pas m'enfuir, ça ne sert à rien, c'est couard ». Mais parfois, une bonne stratégie demande à ce que votre régiment s'enfuit pour attirer l'ennemi dans un piège. La fuite, c'est très simple. L'unité qui vous a chargé, vous décidez de vous enfuir face à elle, et bien vous allez vous tourner exactement dans le même sens qu'elle, donc par rapport à son centre et votre centre. Vous allez tourner tout votre régiment, jeter 2 dés et vous enfuir de cette valeur des 2 dés. Mais attention, si vous faites un petit jet et que l'adversaire en fait un énorme et qu'il arrive à vous toucher alors que vous avez fui, eh bien là vous êtes irrémédiablement détruit. C'est donc extrêmement dangereux, mais ça peut
très bien servir pour attirer l'ennemi dans un piège. Il y a d'autres petites règles spéciales qui peuvent s'appliquer si on en a la capacité et si on dispose de ces règles lorsqu'on est chargé, en réaction de charge. Vous avez le tirer fuite qui est disponible pour certaines des unités, c'est-à-dire qu'elles vont tirer et s'enfuir au lieu de tirer et maintenir leur position, mais au lieu de fuir de 2 dés, elles vont fuir que d'un seul des 2 dés, tout simplement parce qu'il faut prendre le temps de tirer et se barrer après. Donc là aussi c'est assez dangereux, mais si vous avez suffisamment la distance, vous pouvez très bien vous débrouiller. La dernière petite règle par rapport aux réactions de charge, qui est une des spécificités de Warhammer Old World qui fait énormément plaisir, c'est bien sûr la contre-charge. Alors c'est disponible quasiment que pour certaines cavaleries, chars ou monstres, mais la contre-charge, c'est si vous êtes pris pour cible lors d'une charge, votre réaction peut être bah moi je te charge aussi mec. Ça sera un petit D3 plus 1 que vous allez jeter, et en fait vous allez foncer vers l'adversaire en abaissant vos lances et en espérant lui faire aussi mal qu'il va vous faire. Donc tout ça ce sont les réactions de charge que l'on peut faire lorsqu'on est ciblé par une charge adverse. Attention cependant, lorsqu'on est pris pour cible lors d'une charge et qu'on est déjà en fuite, la seule réaction possible c'est de s'enfuir à nouveau. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes chargé par plusieurs unités, par exemple unité de chevalier, unité d'homme d'armes, charge votre unité principale, et bien là vous avez l'occasion de déclarer plusieurs réactions. Je peux maintenir ma position sur les chevaliers, mais maintenir ma position et tirer sur les hommes d'armes. Vous avez le droit de faire ceci. Par contre, s'il y a une seule fois dans ces réactions où vous voulez faire une fuite, vous devez déclarer une fuite intégrale face à ces régiments. C'est aussi arrivé dans ma partie d'hier, d'où le fait que je fais cette vidéo. En gros, vous voulez fuir par rapport à une des deux charges pour essayer de partir dans le bon sens, justement, pour là encore une fois attirer l'ennemi dans un adversaire, ben vous n'avez pas vraiment le choix, je me suis trompé dans la partie d'hier, vous devez fuir par rapport à la puissance d'unité, le régiment le plus gros si vous voulez, à l'opposé, c'est-à-dire que vous avez deux unités qui vous chargent dessus, et bien si vous dites une fuite, ah non je veux pas rester, ça va être trop dur, et bien vous devez vous enfuir par rapport à l'une des deux unités qui est la plus grosse en termes de puissance d'unité, celle qui a plus de PV. Bref, une fois que toutes les déclarations de charge ont été faites, une fois que toutes les réactions de charge ont été faites, attention c'est important, c'est-à-dire les tirs et fuites, les maintiens en position et tirs, les fuites, tout ça, une fois que c'est fait, vous avez terminé votre sous-phase de déclaration et réaction des charges, vous pouvez passer au mouvement de charge. Le mouvement de charge, c'est le moment déterminant de la phase de mouvement, ou presque. C'est là où vous n'êtes plus vraiment le seul maître, c'est les dés qui vont décider si vous avez réussi ou non. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour savoir si vous réussissez une charge, vous devez faire un jet de charge. Vous allez jeter 2 dés par unité et ajouter à votre mouvement la valeur du dé le plus grand. Vous faites un 5 et un 3, vous prenez le numéro 5 et vous l'additionnez à votre mouvement. Ça va faire votre distance de charge. Si vous avez couvert la distance vous séparant de l'ennemi grâce à ce jet, vous avez réussi votre charge, vous allez l'impacter. Si vous n'avez pas fait assez, malheureusement même d'un pas, si vous avez fait que d'un pas différent, eh bien vous manquez votre charge et vous ne devrez avancer que de la valeur du dé que vous avez jeté, le dé le plus grand, la valeur du jet de charge. Si vous manquez votre charge, vous avancerez le plus simplement possible vers l'adversaire, mais vos hommes vont s'essouffler ou simplement comprendre que l'ennemi est trop loin et ils vont peu parcourir de distance. Mais si vous arrivez à faire votre charge, il y a donc ce fameux mouvement de charge à réaliser. Il y a 4 choses à simplement penser quand on fait un mouvement de charge. Prendre le chemin le plus court possible, faire le moins de pas possible pour tout simplement foncer vers l'adversaire. Il faut avancer le plus possible en ligne droite, pour, là encore une fois, éviter de perdre des pas sur votre distance. Il faut chercher à amener le plus de vos figurines au contact du plus de figurines de l'adversaire. Et enfin, il faut vous aligner à la fin de votre mouvement avec l'adversaire, c'est-à-dire venir fermer la porte avec votre adversaire. Donc vous foncez vers l'adversaire, vous avez le droit de vous décaler légèrement pour éviter un obstacle ou tout simplement pour mieux vous aligner, mais attention, chaque pas compte dans votre mouvement, donc espérez bien réussir votre charge pour ça. Et une fois que vous avez un de vos socs qui touche un des socs de l'adversaire, tac, vous fermez la porte gratuitement, le plus rapidement possible. Donc à vous de bien calculer vos charges et vos positionnements avant de charger pour que la charge soit le plus optimale possible. Nous jouons dans un jeu régimentaire, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les axes de vue des unités sont de 45 degrés vers l'avant. 45 degrés à gauche, 45 degrés à droite, ça vous fait un grand éventail. Mais ça veut dire donc que dans les armées de Warhammer Old World, il y a pour chaque unité un front, des flancs et des côtés, des dos si vous voulez. Donc quand vous chargez, vous allez peut-être ne pas savoir si je me dirige vers le front,
vers le flanc ou vers le dos de l'adversaire. Tout simplement parce qu'il ne vous fait pas face exactement. Vous ne savez pas exactement, tiens, je suis sur l'angle, comment je fais? Eh bien, c'est très très simple. Pour savoir où est-ce que vous allez impacter l'adversaire, vous tracez une ligne de 45 degrés. On a des tokens exprès pour ça dans Warhammer Old World. Et une fois que vous voyez si votre majorité d'unités est vers le front, eh bien, vous allez charger de front. Si la majorité de votre unité est vers le flanc, eh bien, vous allez impacter le flanc. Impacter le flanc, impacter le dos vous donne de grands bonus. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent se passer dans ce mouvement de charge. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que moi j'aime beaucoup jouer avec des tables chargées, des tables vivantes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une petite caisse qui est sur le chemin, il peut y avoir un décor aussi, une barrière, une forêt qui est sur votre chemin, etc. Tout ça est extrêmement important de bien connaître son décor parce que les décors ont un impact dans le jeu et surtout dans le mouvement de charge. Donc vraiment, avant de lancer vos charges, réfléchissez bien et demandez bien quelle est la règle de chaque décor. Donc tout ça, tout ce mouvement de charge que je viens de vous détailler, c'est si jamais vous avez un ennemi qui a tiré et maintenu sa position ou maintenu sa position. Mais s'il s'est enfui ou s'il a tiré et fui, il y a deux choses possibles lors de votre mouvement de charge. Si l'adversaire s'est enfui et que vous voulez tenter de le rattraper, parce qu'il est assez proche ou il n'est pas très très loin de vous, vous pouvez tenter de le rattraper. C'est-à-dire que lui va faire 2 dés et se barrer à l'opposé de vous, et vous allez faire votre mouvement plus un dé. C'est-à-dire que vous avez un peu plus de fiabilité pour faire un mouvement coordonné. Et si vous arrivez à toucher son unité qui est en fuite avec votre mouvement de charge, non seulement vous faites tout votre parcours, mais surtout vous détruisez l'adversaire directement. Mais si jamais l'ennemi s'est enfui, et que vous, ça faisait partie de votre plan, ou vous avez une autre cible éligible pas très très loin qui est là pour se faire bouffer, eh bien vous pouvez rediriger votre charge. Attention, il faut avoir une autre cible éligible, on est bien d'accord. Pour rediriger sa charge, c'est entre guillemets très simple, il faut réussir un test de commandement. Vous avez commencé à courir, l'ennemi fait « Ah, je me tire !» Vous faites « Très bien, couard, barre-toi, je vais donc charger maintenant les autres à côté de toi. » Il faut réussir un test de commandement et à nouveau vous faites les déclarations et bien évidemment les réactions de charge. Attention cependant, si le deuxième unité s'enfuit également face à votre charge, vous ne pouvez plus rediriger une troisième fois. Troisième sous-phase, les mouvements obligatoires. Alors c'est la phase la plus aléatoire bien évidemment de tout ce qu'on peut faire dans la phase de mouvement, c'est les mouvements qu'on ne contrôle pas. Prioritairement, les premières unités que vous devez faire lors de cette troisième sous-phase, c'est vos unités qui sont en fuite. C'est là où elles vont faire tout leur déplacement, c'est là où elles vont tout partir dans tous les sens. Je précise bien, attention, les fuites et non pas les réactions en fuite, c'est là où il va falloir faire vos unités. Donc elles vont continuer à faire leur mouvement en prenant 2 dés et en partant en ligne droite vers leur salut ou leur défaite. N'oubliez pas que vous ne pouvez jamais finir un mouvement sur une unité, alliée ou ennemie. Donc si lors de votre fuite, votre mouvement vous amène au milieu d'une de vos unités à vous, eh bien il va falloir déplacer un tout petit peu plus loin votre unité. Attention au test de panique, bien sûr. Une unité en panique qui traverse des alliés peut déclencher des paniques. Pareil, si vous devez avoir un mouvement qui vous arrête au milieu d'une unité ennemie, pareil, il va falloir la déplacer, mais toute figurine qui aura traversé une unité ennemie devra faire ce qu'on appelle un test de péril. Donc quand vous passez à travers une unité ennemie en fuite, regardez bien quelle figurine est passée à travers, et chacune de ces figurines jettera un dé sur 1, 2, 3, elle perd directement un PV. N'oubliez pas que vous ne pouvez faire qu'un seul mouvement de fuite par phase de jeu. Si jamais vous vous êtes enfui par rapport à une charge et que vous avez survécu à votre fuite, eh ben, si quelqu'un avec un mouvement obligatoire passe à travers votre unité qui est en fuite, eh ben, elle sera détruite parce qu'elle ne peut plus avoir d'autres mouvements de fuite dans ce tour. Enfin, en tout cas dans cette phase. Et ça peut faire des grosses catastrophes, très très grosses. Donc calculez bien où est-ce que vous enfuyez. La fuite est vraiment un mouvement tactique dangereux, mais qui peut parfois être gratifiant, mais parfois aussi très punitif. Et là, la meilleure façon de le savoir, c'est de jouer et d'essayer, et d'essayer, et d'essayer. Toujours dans cette troisième sous-phase, une fois que vous avez terminé tous vos mouvements de fuite, de mouvements obligatoires, vous en avez des derniers, qu'on appelle les mouvements aléatoires. Une figurine ou une unité avec un mouvement aléatoire, c'est celles qui ont des petits 2d6, 1d6, 3d6, voire 4d6 dans leur feuille de caractéristiques. C'est-à-dire que ce sont à chaque tour des mouvements différents. Lorsqu'elles vont faire leur mouvement, elles le font lors des mouvements aléatoires, et elles vont jeter les dés, et elles sont libres de faire jusqu'au maximum de ce résultat de dés.
C'est-à-dire qu'elles peuvent faire, si elles font 12, elles peuvent faire de 1 jusqu'à 12, voire de 0 jusqu'à 12. C'est quelque chose qui a beaucoup changé par rapport aux anciennes versions. C'est-à-dire que vous contrôlez les mouvements aléatoires, entre guillemets. Vous pouvez décider de ne pas tout faire. Les unités à mouvement aléatoire, vu qu'elles ne peuvent être déplacées que dans cette sous-phase, elles ne peuvent pas charger. Parce que la phase des charges se passe juste avant. Et oui, ça se passe comme ça. Donc, des mouvements aléatoires ne peuvent pas déclarer de charge. De plus, des mouvements aléatoires ne peuvent pas faire de marche forcée. On va en parler juste après. Elles ne peuvent pas doubler leur mouvement. Ça ferait très très peur. Mais surtout, pour finir, les mouvements aléatoires n'ont droit que à faire des roues en termes de manœuvre dans leur mouvement. C'est-à-dire qu'elles partent pas en ligne droite. Elles peuvent, selon la volonté du joueur et les dés qu'elles ont fait sur leur mouvement aléatoire, faire le nombre de roues qu'elles désirent pour aller où elles veulent, selon le maximum du jet de dés. Mais c'est là que le tricks est important. Si jamais, lors de leur mouvement, avec leurs roues, etc., elles entrent en contact avec un ennemi, elles comptent comme ayant chargé, et l'ennemi ne peut faire aucune réaction à part rester sur place. Elles sont donc très intéressantes à jouer, mais très capricieuses. Ce sont des unités qui peuvent surprendre l'adversaire en le contournant d'un seul coup et en le chargeant. Ça peut vous bloquer des tireurs, ça peut vous rattraper des unités en fuite, c'est extrêmement aléatoire et parfois un peu frustrant si on n'a pas l'habitude de jouer contre ça. Donc si vous jouez des aléatoires, précisez bien que vous pouvez faire le nombre de roues que vous voulez, c'est-à-dire avec le nombre de roues qu'on veut, on peut faire j'avance, puis une roue, puis je réavance, puis je refais une autre roue, puis oh regarde j'ai assez de mouvement et j'arrive dans ton dos. Et attention, ça peut faire des très très gros tricks. En tout cas, il y a eu pas mal de discussions sur les forums ou les tournois. Je sais qu'il y a eu des errata qui ont été faites. Là, j'ai lu la dernière version d'errata et pour moi, il n'y a aucune restriction pour qu'elles viennent impacter le flanc ou le dos de votre unité si elles ont fait assez de mouvements. Donc méfiez-vous des tricks. Coucou à Shogori s'il s'en rappelle encore. Pour terminer cette phase de mouvement, ce sont les mouvements restants, c'est-à-dire ceux qui ne chargent pas, ceux qui ne sont pas en fuite et ceux qui ne sont pas à mouvement aléatoire. Autrement dit, c'est le placement de vos unités pour toute la stratégie de jeu. Comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les figurines du jeu, ou presque, disposent d'une valeur de mouvement, M, sur votre tableau. Ceci vous indique le nombre de pas que vous pouvez faire dans votre phase de mouvement. Vous avez 2, 3, 4, 5, 6 pour certaines, voire 7, ou 8, ça peut arriver pour la cavalerie, qui vous permet de vous déplacer assez facilement sur la table. Si vous faites ceci, vous avez le droit de faire des manœuvres. Vous pouvez faire des roues. Les roues, donc, comme je vous l'ai expliqué, vous avez un axe. Pour faire une roue, vous avancez sur un côté. Ce que vous avez avancé, c'est un pas qui est utilisé dans votre mouvement. C'est ce qu'on appelle une roue. Voilà, au lieu d'avancer tout droit, je fais une petite boucle pour faire une roue et me diriger vers un axe de vue meilleur, pour pouvoir lancer un sort plus efficacement, ou tout simplement peut-être pour essayer de me barrer d'un axe de vue de l'adversaire, ou lui offrir mon front au lieu de mon flanc, par exemple. La deuxième manœuvre qui vous est autorisée de faire, c'est la réorientation. Alors attention, la réorientation, elle peut ressembler à la reformation, mais c'est différent. Je l'ai très rarement vue, mais je vous la présente quand même. La réorientation, imaginez que votre régiment est en forme de rectangle. Le plus large côté du rectangle regarde devant. Pour faire une réorientation, ça veut dire que toutes vos petites figurines à l'intérieur vont pivoter sur elles-mêmes. Votre rectangle, lui, restera en formation. Autrement dit, c'est très simple, vous avez le grand axe qui regarde droit devant, vous tournez à 80 degrés vers la droite, et bien toutes vos figurines vont regarder vers la droite, mais la formation du régiment restera le même. Si vous faites ça, vous grillez un quart de votre mouvement. Vous avez mouvement 4, vous faites une réorientation, il vous reste 3 pas de mouvement. Vous pouvez vous décaler après tout droit. Si vous ne voulez pas faire ça, vous pouvez faire un recul. Reculer simplement. Vous avez mouvement 4, vous décidez de reculer en gardant l'avant de votre rectangle vers un ennemi, mais tout simplement pour lui rendre une charge plus difficile. Vous avez le droit de le faire, c'est calculé, ça vous prend la moitié de votre mouvement. Donc vous pouvez reculer de 2 pas si vous avez mouvement 4. Et également, vous pouvez faire un pas de côté, peut-être pour attirer l'ennemi dans un piège, pour vous décaler pour tirer ou quoi que ce soit. Et en faisant ça, pareil, vous gardez votre même formation, vous vous déplacez si vous avez mouvement 4 de 2 pas, parce que ça vous grille également la moitié de votre place. Également, si vous avez un régiment qui est en forme de carré, par exemple, et que vous voulez faire une manœuvre de redresser les rangs, vous pouvez amener maximum 5 figurines de plus à l'avant, et donc élargir votre régiment en gardant le centre de votre unité toujours au même centre. Donc c'est une manœuvre qui vous permet par exemple de gagner des attaques avant un combat, pour mieux encaisser une attaque, ou alors inversement, si vous êtes trop large et que vous voyez que l'ennemi risque de vous prendre de plusieurs côtés, vous pouvez redresser les rangs à l'inverse et donc
faire reculer jusqu'à 5 figurines de l'avant vers l'arrière. Redresser les rangs vous prend là aussi la moitié de votre mouvement. Donc vous pouvez par exemple redresser les rangs et vous décaler de 2 pas. Et la reformation, c'est carrément votre unité change de forme, change d'axe, mais ne bouge pas du centre de son unité. C'est-à-dire que le carré devient un rectangle, le rectangle peut même devenir un triangle selon les formations d'armée que vous avez le droit de faire. Bref, la reformation, c'est certainement la plus connue. Vous avez une unité entière, vous voulez la tourner complètement sur son centre vers un adversaire, votre rectangle pivote complètement pour faire face à quelqu'un d'autre. Là par contre, ça vous prend tout votre mouvement. Donc calculez bien pour pouvoir faire vos manœuvres les unes après les autres, ou alors une manœuvre décisive. Mais tout ça, c'est si vous n'utilisez que votre mouvement de base. Si vous voulez ce qu'on appelle faire une marche forcée, eh bien, il y a beaucoup plus de restrictions. La marche forcée, c'est tout simplement vos unités qui rangent leurs armes et qui commencent à courir pour mieux se placer sur la table. Autrement dit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus punitif. Vous devez annoncer une marche forcée avant de bouger dans les mouvements restants. Et si vous faites ça, vous n'avez plus qu'une seule manœuvre autorisée dans toutes celles que je viens de vous dire, ce sont les roues. Si vous faites une marche forcée, c'est-à-dire que de votre mouvement 4, vous passez à mouvement 8, parce que vous rangez vos armes, et bien là, vous ne pouvez plus faire de reformation, plus de redresser les rangs, vous ne pouvez plus faire de réorientation, etc. Vous n'avez le droit que de faire des roues. Donc ça peut être très bien pour avancer très très vite, mais ça peut aussi vous empêcher de faire pas mal de choses. Faire une marche forcée par exemple vous empêche de tirer, très souvent. Donc attention, il vous faut des règles très spécifiques, qui est la règle mouvement et tir, qui vous permet de faire une marche forcée et de pouvoir tirer. Et c'est très peu d'unités qui l'ont. Attention également, pour faire une marche forcée, si vous n'êtes pas très loin d'un ennemi, je vous rappelle que vos unités ont rangé leurs armes et se sont mis à courir, parfois elles ne sont pas rassurées, vos unités, de se mettre à courir en rangeant leurs armes alors qu'il y a un énorme troll à côté d'eux. Donc pour réussir à avoir le droit de faire une marche forcée à proximité d'un ennemi, à 8 pas d'un ou plusieurs ennemis, eh bien il faut faire un test de commandement. Sinon vos unités refuseront de le faire et vous serez entre guillemets bloqué dans une formation classique de marche normale, mais avec toutes les positions et les manœuvres autorisées. Dernière petite précision sur les mouvements restants, c'est à ce moment-là que vous pouvez faire vos sorts de transfert, vos sorts de magie spécifiques. Donc, les sortilèges par exemple de la haute magie qui vous permet de devenir éthéré, et donc un fantôme, et de avoir la règle de mouvement de réserve, eh bien vous pouvez la faire seulement si vous êtes en phase de mouvement restant. Donc vous pouvez pas la faire avant votre charge et devenir un fantôme et de charger après avec votre char à lion blanc. Ça marche plus ça, c'est raté, ça a bien été mis en place. Donc la phase de transfert, c'est bien en phase de mouvement restant. Cependant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, la phase de mouvement est colossale. C'est impossible pour moi de tout vous résumer en une seule vidéo. Je vais quand même essayer de vous donner quelques cas spécifiques qui peuvent se passer en phase de mouvement. Déjà, principalement, la table influence les mouvements. Donnez bien des mots-clés spécifiques pour les décors. Vous avez le mot-clé infranchissable. Tout est dans le nom. Si c'est infranchissable, vous ne pouvez pas le traverser. Il faut le contourner. Les mouvements fuite obligent à contourner les bâtiments ou les décors infranchissables. Vous ne pouvez pas voir à travers un décor infranchissable. C'est impossible. Un mur de forteresse, tu ne vois pas de l'autre côté. Donc c'est des choses qui bloquent pas mal de conditions de mouvement. Mots-clés infranchissables, précisez bien qu'est-ce qui est infranchissable. Les mots-clés obstacles portent bien leur nom. Si vous passez un obstacle, ça peut être dangereux, ou alors ça peut être très bien défendu. Là, pareil, vous avez les règles dans le livre de règles, ou même inventez les vôtres, sans être pété, bien sûr. Demandez sur le Discord, il y en a plein de règles qu'on a créées pour des décors. Vous avez deux autres mots-clés qui sont très utilisés. Vous avez le mot-clé terrain difficile et le mot-clé terrain dangereux. Le terrain difficile, non seulement votre mouvement est réduit de 1 point, un mouvement total, c'est-à-dire vous avez mouvement 5, vous descendez directement à mouvement 4, donc si vous voulez faire une marche forcée avec de base un mouvement 5 dans un terrain difficile, vous faites une marche forcée de 8, et pas de 10. Donc c'est très difficile de se déplacer dans un terrain difficile. De plus, un terrain difficile vous ralentit énormément lors des charges. Autrement dit, rappelez-vous, quand on charge à Warhammer Old World, on utilise 2 dés, et on prend le plus grand qu'on ajoute à notre mouvement. Mais si dans votre charge sur le chemin, vous devez passer, démarrer ou finir dans un terrain difficile, vous avez l'obligation de prendre le plus petit des 2 dés, et pas le plus grand lors de votre charge.
ce qui rend tout ceci très difficile. Attention à cette règle. Dernière petite règle que nous explique Game Workshop par rapport au terrain difficile, lorsqu'on combat à l'intérieur, vous n'avez pas de bonus de rang. Bah oui, parce que votre unité, elle est mal formée, elle n'est pas en ordre serré, magnifique et très bien serré. Non, elle est un petit peu disparate. Sauf certaines unités spécifiques entraînées là-dedans. Donc voilà, le terrain difficile, très important de le préciser, ça peut être un marais, ça peut être un champ, ça peut être, je sais pas, un lac, une rivière, qu'importe, à vous de décider. Vous avez également le terrain dangereux. Le terrain dangereux, c'est tout simplement, vous le traversez, ce sont des ronces, des barbelés, j'en sais rien. Les terrains dangereux, c'est si jamais n'importe quelle figurine, c'est plus seulement la cavalerie comme avant, si n'importe quelle figurine se déplace à l'intérieur d'un terrain dangereux, elle jette un dé. Et si elle fait un 1 sur son dé, elle se prend un PV, voire plus si c'est un char. Donc tout ça est important. Discutez bien avec votre adversaire. Les forêts, par exemple, vous pouvez les compter en blocage de ligne de vue. Oui, les forêts, ça bloque les lignes de vue. Tu vois pas à travers 15 arbres. C'est un terrain difficile ou un terrain dangereux. Ou parfois, les terrains dangereux sont aussi les terrains difficiles. Pareil, il y a plein d'autres idées potentielles. Les collines, par exemple, vous offrent un axe de vue au-dessus des autres figurines. Mais si vous êtes de l'autre côté d'une colline, vous ne voyez rien, mais vous êtes à couvert. À vous, tout simplement, de vous faire plaisir et de créer une table vivante et qui impacte votre jeu. Enfin, lors de la phase de mouvement, je ne peux pas passer à côté de certaines règles spéciales du jeu qui s'appliquent et que je me dois de vous présenter, surtout que certaines ont eu des errata. Donc je vais faire un petit tour très simple de quelles règles spéciales génériques, attention, je vais pas parler pour toutes les unités, pour toutes les armées, quelles règles spéciales peuvent s'appliquer en phase de mouvement ou ont une importance crucial en phase de mouvement. Déjà, bien évidemment, le vol, la règle vol, quand on a une unité qui peut voler, elle a une seconde valeur de mouvement potentiel. Parfois, elles ont même déjà un mouvement de base dans leur tableau de caractéristiques, mais elles ont vol 9, vol 8, vol 7, vol 10. Tout simplement, cette valeur s'applique lors d'un mouvement, c'est-à-dire que leur mouvement de base, si elle a vol 10, c'est 10 ou moins, et non pas 5 ou moins dans une valeur normale. Et surtout, c'est le principe de voler. Attention, les unités dans Warhammer Old World qui volent ne restent pas tout le temps en l'air. Elles ne s'envolent que lors de leur déplacement. Donc les chevaliers Pégase, les plus connus, ils sont atterris, ils se déplacent en volant et ils ratterrissent. Mais ça facilite énormément, bien sûr, leur mouvement. Elles peuvent passer par-dessus des unités, par-dessus des décors. C'est quelque chose qui peut très vite vous contourner, les volants. Vous avez, un petit peu dans le même optique, les éthérés, les fantômes, si vous voulez, qui peuvent passer à travers tout type de terrain, comme si c'était des terrains dégagés. Donc ils peuvent passer à travers des forêts, des terrains difficiles, des terrains dangereux. Ils n'ont pas de test à faire, en même temps c'est des fantômes. C'est logique aussi. Une autre règle très utilisé en phase de mouvement et qui demande une concentration extrême et surtout pas un craquage de slip de certains joueurs, c'est le bien entraîné. Le bien entraîné, il s'applique pour de l'infanterie, il s'applique pour de la cavalerie. C'est une règle très forte, très tactique, mais qui a bien des restrictions importantes. C'est simple, la règle bien entraînée vous permet de faire la manœuvre redresser les rangs, donc amener 5 figurines à l'avant ou à l'arrière, gratuitement, sans consommer de mouvement, et elle fait ça, elle a le droit, une unité bien entraînée, de le faire à chaque mouvement. Dès qu'elle fait un mouvement, en tout cas, c'est ce que nous dit la règle. Donc il n'y a rien dans cette règle qui interdit de faire un bien entraîné avant une charge. Donc vous pouvez gagner les unités avant de charger. Quand vous allez poursuivre un adversaire que vous avez repoussé, vous pouvez aussi le faire. Et gagner donc des attaques. C'est très fort. Très très fort comme règle. Mais il y a quand même une restriction très importante qu'il ne faut jamais oublier quand quelqu'un joue un bien entraîné. C'est que gagner des unités sur les côtés, parce que vous les rajoutez sur les côtés de votre unité, vu que vous élargissez votre régiment, il faut bien que ça soit fait avant de faire le mouvement. Donc quelqu'un a été poussé, vous voulez le poursuivre, vous utilisez votre bien entraîné, il faut que vous vous déplacez vos unités avant de bouger. Autrement dit, il faut que vous ayez la place. Il faut que vous ayez la place dans votre bien entraîné de les poser à un gauche, puis à un droite, puis un autre à gauche, puis un autre à droite, puis enfin un dernier à gauche. Et stop, terminé. Pensez bien que si jamais vous utilisez votre bien entraîné, il faut avoir de la place avant de bouger sur les côtés. Donc si par exemple vous voulez faire un bien entraîné après votre phase de déploiement, vous avez serré vos chevaliers entre des unités, vous ne pouvez pas faire bien entraîné parce qu'ils ne peuvent pas passer. Voilà, c'est précisé dans la règle et c'est bien à réfléchir lorsque vous utilisez cette
règle. De plus, la règle bien entraînée, c'est pas simplement de la tactique et de la position, c'est aussi une règle qui vous permet de faire des marches forcées, même si vous êtes à portée d'ennemis de 8 pas, sans faire de test. Voilà, c'est des bien entraînés, ils ont l'habitude de ranger leurs armes et de courir, ils ont confiance dans leur tactique, et donc avoir un ennemi à côté ne les dérange pas, un peu comme les nains. Enfin, la dernière règle spéciale évidente que je ne peux pas passer à côté lors de la phase de mouvement, certains dans les commentaires ont déjà dû taper en disant « Mais il a oublié ça, c'est intolérable !» C'est la règle rapide. La règle rapide est votre meilleur allié lors de la phase de mouvement et surtout dans les charges, poursuites et fuites. Qu'est-ce que c'est que la règle rapide? Pas mal de volants disposent de cette règle, pas mal de cavalerie possèdent de cette règle, mais encore pas toutes, attention. Et même certaines bannières peuvent la donner à votre infanterie. Par exemple pour les scavengers, je pense à ça. La règle rapide, c'est une règle qui booste votre portée de charge, qui booste votre charge, qui booste votre mouvement quand vous allez chercher le combat ou tenter de rattraper un adversaire. En gros, rappelez-vous que lorsque l'on charge dans Warhammer Old World, on prend 2 dés, on garde le plus grand, on l'ajoute à notre mouvement. Et bien une fois que vous avez fait tout ça, si vous êtes rapide, vous avez le droit de jeter un autre dé. Et ce 3e dé s'ajoutera au total. Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne, la règle rapide. C'est très fort. Je vous donne un exemple. Vous avez mouvement 5, vous êtes un scaven. Vous avez mouvement 5. Vous avez une bannière qui vous donne la règle rapide, bannière de vivacité vermineuse, je crois qu'elle s'appelle. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des portées de charge plus loin. Vous avez mouvement 5, une portée de charge normale, c'est 5 plus 6, parce que lorsqu'on charge, on prend 2 dés, on prend le dé le plus grand. 6 plus 5, ça fait 11. C'est la portée de charge maximum, c'est-à-dire que vous pouvez dire que vous chargez une unité à 11 pas ou moins de vos scavens. Mais si vous avez la règle rapide vous permet de déclarer des charges 3 pas plus loin. La moitié d'un seul dé. Donc vous avez le droit d'aller pas à 11 pas, mais d'aller jusqu'à 14 pour charger. C'est intéressant. Et lorsque vous allez jeter votre jet de charge, vous allez donc prendre mouvement 5, jeter 2 dés. Imaginons vous faites 5 et 4, vous êtes obligé de prendre le 5. Donc d'un coup vous passez à 10 de charge, c'est une très belle charge. Mais si vous êtes rapide, vous jetez le 3e dé. N'oubliez pas qu'il faut l'annoncer, de jeter le 3e dé de rapide, avant le jet de charge. C'est-à-dire vous dites, je vais utiliser mon rapide. Je te charge et je vais utiliser mon rapide. Pour être sûr de fiabiliser votre charge. Donc on en est à 10 pas de charge. Une fois que vous avez jeté votre rapide, vous faites 2. Eh bien vous allez ajouter 2 pas, gratos, c'est un des 6, pour aller impacter l'adversaire. Et donc vous passez à une charge de 12 pas. Voilà, c'est ça la règle rapide. Alors vous allez me dire, mais attends, mais j'ai fait 5, 4, et le 3e dé fait 2. Pourquoi je peux pas prendre le 4? Eh ben c'est la loi, c'est la règle du jeu. Votre jet de charge, les 2 dés que vous jetez, vous devez prendre le plus grand, mais si vous avez le dé rapide, vous prenez bien le 3e, même si le résultat du 3e est inférieur au 2e dé. Voilà, c'est comme ça met un peu de sel. Mais rappelez-vous, par exemple les terrains difficiles, quand vous chargez, vous prenez bien, sans les 2 dés de vos jets de charge, le plus petit des 2 dés. Si vous avez un rapide, il s'additionne quand même, et lui il n'a pas de restriction. Donc d'un coup, vous pouvez beaucoup plus aller impacter l'adversaire avec la règle rapide. Précision également, vous l'avez bien compris, la règle rapide, ça s'applique pour les charges, mais aussi vous avez le droit de la prendre pour les fuites ou les poursuites. Et ça peut aussi soit vous amener très très loin, soit poursuivre un adversaire et aller le rattraper encore plus loin. Donc voilà, j'ai essayé de faire cette vidéo, c'est certainement la plus dure que j'ai dû faire pour l'instant, ça faisait longtemps que je m'étais pas décarcassé comme ça, j'espère pas avoir fait trop d'erreurs, mais je ne pense pas m'être trompé dans les règles. Encore une fois, c'est que ma propre version, c'est pas moi qui ai raison, pas moi qui ai raison du tout, j'ai essayé de prendre le plus d'exemples possible de Games Workshop, toutes les errata et de vous les traduire comme moi je les ai comprises. Il y a peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris comme moi, et c'est très important justement d'échanger encore une fois avec l'adversaire. Mettez-les même en commentaire si jamais vous avez envie de me dire « Ah tiens, moi j'ai joué différemment, et c'était même plus gameplay ou quoi que ce soit ». Je suis très curieux, n'hésitez pas. Moi je fais pas beaucoup de tournois, donc les restrictions pures, ça m'intéresse pas trop. Mais justement, voilà, ça peut vous présenter. Surtout, j'ai voulu vous montrer à quel point la phase est importante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été un peu longue, un peu tactique, je suis désolé, mais on est obligé, la phase de mouvement c'est vital. Merci de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, c'est extrêmement important, vraiment, les gens y pensent pas assez, mais pour nous autres, surtout comme moi qui essaie de percer un peu, ou simplement de faire que YouTube soit un métier, c'est vous
qui faites tout ça, tout simplement. Donc on compte sur vous. Vous avez les partenaires là aussi avec les codes promo, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr le Tipeee pour soutenir financièrement et le fait qu'on puisse survivre dans ce monde de brut qu'est Internet. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve très bientôt pour la phase de tir. Portez-vous bien